Elisabeth, la plupart la connaît. Elle travaille au CNED sur la scolarisation des enfants du voyage. Mais, à part ça, ça c'était un peu la motivation en fait, pour voir un peu plus loin sur l'histoire des Roms. Et elle a fait des recherches qu'elle continue d'ailleurs, qui s'affinent un peu tous les jours, sur l'histoire des Roms depuis leur départ de l'Inde, et avec un certain nombre de choses qui se clarifient de plus en plus sur ce départ. Voilà. Tous les DVD, donc, quand même. Bon. Donc, effectivement, je suis venue déjà l'an dernier présenter mes recherches. Et là, les choses s'affinent un petit peu. Donc, vous connaissez déjà le gros, mais peut-être qu'on va voir des petits éléments. Donc, j'ai appelé ça Fils du vent de l'histoire, un petit clin d'œil, puisqu'on dit toujours le Fils du vent. Et une nouvelle approche historique sur la migration, entre guillemets, des Roms. Donc, début du XVe siècle, arrivent en Europe occidentale, en Allemagne, en Belgique, enfin l'équivalent dans les Flandres, en France, des groupes de pénitents conduits par des ducs et comtes de Petite-Égypte. Alors ces gens sont quand même relativement nombreux puisqu'ils, deux chroniques de l'époque nous parlent de 14 000 pèlerins arrivant à Strasbourg. À l'époque, il y a 16 000 habitants à Strasbourg. Vous imaginez un peu, pas le choc, mais enfin quand même. Et ces gens arrivent avec des chevaux, de l'or, de l'argent, des soieries. Ils payent tout cash. Mais il y a une suite quand même, on voit une hétérogénéité voilà, du public, de ces gens, puisqu'il y en a qui sont quand même en haillons, assez pauvres, et d'autres qui sont assez riches, qui sont ces fameux ducs et comtes de Petite-Égypte. Nous sommes début du XVe siècle, et ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, donc plus de 350 ans plus tard, que l'on va comprendre que la langue que parlent ces gens, qui apparaît rapidement comme un jargon secret pour tromper les gens, est en réalité une vraie langue, et que cette langue est très proche des langues parlées dans le nord de l'Inde. Alors, pour vous donner une idée, en romani et en hindi, le mot pani, l'eau, kalo, noir, dik, bal, dik regarde, bal les cheveux, sont identiques. Alors bien sûr, à l'époque, il ne s'agit pas du hindi, puisque le hindi est une création récente, mais on le compare aux langues du nord de l'Inde, et en particulier à l'hindustani. Et dans cette langue romanie, il y a également des racines persanes, des racines arméniennes et des racines grecques, et on comprend le trajet qui a été pris, qui est d'ailleurs très direct vers l'Asie mineure. Alors une hypothèse va s'installer, et vous allez la retrouver encore très aujourd'hui, dans la plupart des livres qui parlent de l'histoire des Roms. Une hypothèse, ce serait les migrations par vagues successives de nomades ou de parias, entendu des intouchables, partis du nord-ouest de l'Inde du 5e au 10e siècle. Voilà, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans la plupart des ouvrages. Et pourquoi ça? C'est parce qu'il faut absolument qu'ils soient partis avant les Turcs, qu'ils soient arrivés avant les Turcs, parce qu'il n'y a pas de mot turc dans le romani, je dirais de base. Bien sûr, plus tard, le romani dans les Balkans, il y a des mots turcs, puisqu'il y a l'influence ottomane, mais c'est ça l'idée générale. Or, cette piste qui me semblait à moi tout à fait crédible, au premier abord, petit à petit, m'est apparue comme absolument pas plausible. Et ça pour des raisons à la fois linguistiques, religieuses, culturelles et historiques. Alors, je vais vous expliquer petit à petit, étape par étape, quelle a été ma réflexion, ma démarche. Premièrement, cette histoire de vagues successives, c'était mon point de départ. J'étudie le romani d'abord avec Georges Calvet, puis après avec Marcel Courtiade, et plusieurs dialectes, et je me rends compte que dans tous les dialectes du romani, quand on trouve un mot persan, c'est toujours le même. Quand on trouve un mot arménien, c'est toujours le même. Quand on trouve un mot grec, c'est toujours le même. Alors c'est vrai que le kalon, par exemple, il y a déjà beaucoup moins de mots romani, mais quand il y a un mot persan, on va le retrouver dans les autres variantes du romani. Donc, cette unicité prouve qu'on ne peut pas imaginer que des gens soient passés par vagues successives. Parce que un groupe aurait pris des mots persans, puis des mots arméniens, puis des mots grecs, mais le groupe 100 ans plus tard en aurait pris d'autres. C'est absolument mathématiquement impossible. D'autre part, l'histoire du 5e siècle. Alors, en fait, au 5e siècle, il faut savoir qu'on ne parle pas le même persan qu'à partir du 9e. Il s'agit du moyen persan, et à partir du 9e siècle, c'est le néo-persan. Or, dans le romani, il s'agit de néo-persan.
Ce qui nous fait éliminer cette légende des louris de Firdoussi qui se passe à l'époque sassanide, c'est-à-dire au 5e siècle après Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a eu des études ensuite qui ont été faites pour... confirmées par tous les profs persans. Voilà. Donc, voilà mon point de départ. Donc, ce que je me dis, c'est le groupe ayant quitté l'Inde ne pouvait donc ne pouvait l'avoir fait qu'après le 9e siècle, à cause du néo-persan. Il ne pouvait avoir été que particulièrement compact avant son arrivée en Europe. Il devait en outre être suffisamment nombreux pour avoir engendré une descendance estimée aujourd'hui à environ 12 millions de personnes. Ça nous fait plusieurs dizaines de milliers de personnes quand même, hein, à peu près 30 000, un minimum de 30 000. Comment donc un groupe compact et nombreux avait-il pu passer inaperçu et ne pas avoir été évoqué par les chroniqueurs de l'époque? Et ce silence était-il lié au statut particulier de ses membres? Voilà mon point de départ de ma réflexion, qui ne m'empêche pas de dormir, mais il y avait quelque chose qui clochait. Voilà. Alors j'avance, et il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que la présence d'un mésolecte indo-arien, loin de l'Inde au XIVe siècle, est quelque chose d'exceptionnel. Alors je vais expliquer. Les langues indo-ariennes, les voici. Il y a depuis le IIe siècle après Jésus-Christ du sanskrit et du pali en Asie du Sud-Est, donc des langues indo-ariennes, mais il s'agit d'acrolectes, on va en reparler. Et le romani est attesté de façon absolument indubitable à partir de 1322, même s'il est, en fait, il est là un peu avant, mais 1322, on en est sûr. Or, à cette époque, les seules langues indo-ariennes de type mésolectal qui se trouvent à l'extérieur de l'Inde sont le gourkhaliste, qui donnera le népali, qui à partir du XVe siècle, et le singalais, qui est la colonisation du Sri Lanka par des Indiens au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, deux mésolectes, c'est-à-dire, les mésolectes, je m'entends, en fait, un acrolecte, il véhicule une idéologie. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, en Indonésie, on connaît l'arabe, mais pas parce que des Arabes s'y sont installés. On connaît l'arabe parce que l'Indonésie est musulmane. Mais ce n'est pas le fait d'une migration de population, mais d'une influence, en fait de l'influence. Excuse-moi, Jeanne, parce que comme c'est filmé, on ne peut pas trop... D'accord. On en discutera peut-être après. Donc, par contre, le romani, le gourkhali et le singalais sont des mésolectes, basilectes mésolectes, c'est-à-dire ce sont des langues véhiculées par une population et non pas par une idéologie. Est-ce que vous comprenez? Et ça, loin de l'Inde comme ça, c'est tout à fait étonnant. Alors, pour bien expliquer, le basilex, c'est la langue de connivence. Grosso modo, c'est 1500-3000 mots. C'est la langue que nous parlons dans notre entourage familier. C'est la langue que l'on parle dans son village. Et le mésolex, c'est la langue de communication. Quand on va à la foire, eh ben, on va communiquer avec d'autres, on va acheter quelque chose, on achète un mot, un mode d'emploi, c'est-à-dire la syntaxe, et la langue de communication, et celle des échanges commerciaux au départ, c'est celle qui va permettre, le début de l'écriture sont les échanges commerciaux, et elle monte jusqu'à 8000 mots environ, hein, une syntaxe un peu plus complexe. Il y a également une langue littéraire avec des mésolexes supérieurs. En Europe, vous avez par exemple... Non, il faut... Vous avez l'occitan, par exemple, dans ce cas-là, hein, qui est toute une littérature. Et puis, vous avez l'acrolecte, qui est une langue de domination idéologique ou religieuse, ou autre. Et l'acrolecte est toujours une décision politique. Par exemple, en Europe occidentale, l'acrolecte de l'Europe, c'était le latin, jusqu'au XVIe siècle. Hein, pour faire de façon schématique. C'est Luther qui se rebelle contre Rome et qui va utiliser les mésolectes de la région de l'Allemagne dans laquelle il vit, c'est-à-dire le centre-sud de l'Allemagne, et avec ces mésolectes, en mettant du latin et du grec, il va traduire la Bible et jeter les bases de ce qu'on appelle le haut-allemand, le Hochdeutsch, qui est l'acrolecte de l'allemand. En France, c'est François Ier qui lance ces bases-là, puis la Pléiade, puis l'Académie française. C'est toujours une décision politique, et c'est l'affaire de très peu de grammairiens, entre guillemets. Voilà. Alors, par exemple, en Inde, vous avez donc ces mésolectes dont je vous parle, le romani, le gourkhali et le singalais. Ce sont à la base des prakrites, c'est-à-dire des langues de type basilectal et mésolectal, des langues vernaculaires, et toutes ces langues en Inde sont à l'origine du bengali, du marathi, gujrati, punjabi, hindi, etc.
et vous avez un acrolecte qui est le sanskrit, mais le sanskrit n'est parlé que par une couche très réduite de la population, ce sont les brahmanes lettrés, les pandits. Ce n'est pas une population, une langue véhiculée par une population, mais c'est une langue qui véhicule une idéologie. Voilà. Donc, par exemple, l'Asie du Sud-Est, je vais vous en reparler, mais vous avez le sanskrit qui est présent en Asie du Sud-Est, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait une installation de population, mais une installation d'une idéologie. Et le pali, c'est un petit peu ce que Luther, plus tard, aura fait avec l'allemand. C'est un prakrite qui a évolué vers un acrolecte. C'est la langue du bouddhisme Theravada. Et donc, vous savez que le bouddhisme est un mouvement un peu contre les brahmanes. Et donc aussi, ça s'affirme par l'existence d'une langue qui a vocation à devenir liturgique, à devenir une langue un véhicule idéologique. Alors, aussi je me suis posé le problème de la migration. On dit migration des Roms, etc. Alors, migrer, c'est vague. En fait, on peut être éloigné de sa terre d'origine pour plusieurs raisons, et cet éloignement peut être volontaire ou forcé. Alors, traditionnellement, enfin ce qu'on connaît maintenant, la migration, grosso modo, c'est des gens qui vont en quête de conditions meilleures de vie, qui ont une vie difficile chez eux et qui vont chercher une vie meilleure ailleurs. Mais l'éloignement de sa terre d'origine, ça peut être un exil dû à une expulsion, un bannissement. Ça peut être également une déportation en esclavage. Alors là, on peut dire que dans l'humanité, ça a été énorme. Hein. L'Afrique, mais pas que l'Afrique. Vous savez que les Slaves, le mot slave, c'est le même mot que esclaves, ont été énormément déportés. Vous avez eu donc des Caucasiens déportés, etc. Donc ça, voilà. Et puis, l'éloignement de sa terre d'origine, ça peut être suite à une conquête, une invasion, une colonisation. Alors, dans les conquêtes, vous avez différents statuts. Vous avez les seigneurs de guerre, qui ne sont pas très nombreux. Vous avez ce qu'on appelle en allemand « Militärunternehmen », c'est-à-dire des entreprises de guerre. Autrefois, les armées n'étaient pas nationales. En fait, quand on décidait de préparer une guerre, eh ben, on faisait appel à des entreprises privées qui apportaient des mercenaires, des combattants, mais surtout beaucoup de logisticiens, avec du matériel, des armes, des chevaux et la maintenance de tout ça. Et puis, vous avez beaucoup de captifs ou des otages, réduits ou non en esclavage. Voilà, les guerres de conquête sont faites par ces trois éléments, ce qui amène des gens à se retrouver loin de chez eux. Et puis vous avez également le commerce, les routes caravanières et les pèlerinages. Voilà, je me suis posé ces questions, quelles sont les conditions dans lesquelles on se trouve loin de chez soi. Après, il y a cette histoire des nomades. Alors au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment nomade? Nomade, c'est un mot grec qui veut dire faire paître. Et le nomadisme, ce sont des déplacements cycliques, c'est-à-dire les nomades pastoraux amènent faire paître leurs troupeaux, toujours dans les mêmes pâturages qui en fait leur appartiennent. Ils sont propriétaires soit par la loi coutumière, soit par des titres de propriété vraiment noir sur blanc sur des papiers. Ils vont toujours dans les mêmes pâturages parce que sinon c'est la guerre entre eux. Hein, voilà. Alors, il y a des moments où il y a des conditions climatiques qui font que les pâturages sont brûlés, enfin et donc, alors là, on va se déplacer, c'est ce qui va nous amener jusqu'en Europe, les Mongols qui poussent les Huns, qui poussent les barbares, enfin, et c'est comme ça qu'on a eu des grandes invasions, parce qu'il y a eu catastrophe climatique à un moment donné, un endroit où il y avait des pâturages. Alors aussi, on appelle nomades de façon impropre les chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs sont des gens qui ont également un territoire tout à fait attitré. C'est-à-dire qu'ils ne se baladent pas comme ça au hasard, on va cueillir des baies à tel endroit à tel moment, on va ramasser des œufs de je ne sais quoi à tel endroit à tel moment, et dans un territoire tout à fait précis, et avec un déplacement cyclique aussi. Après, il y a ce qu'on appelle les nomades péripatéticiens, ce qui veut dire en grec celui qui fait paître en tournant en rond, quoi, grosso modo, et périphérique, péristyle. Alors il y a des artisans et des commerçants qui en fait circulent et ont leur circuit bien précis et reviennent toujours au même endroit puisqu'ils ont leur clientèle. Ils ne se déplacent, ils ne vont quitter que quand leur clientèle s'en va. Par exemple, aujourd'hui vous avez beaucoup de gens du voyage qui vivaient dans les zones rurales. Quand il y a eu l'exode rural, eh ben, ils sont venus s'installer où s'installer leurs clients, c'est-à-dire autour des grandes villes. Et quand c'est les vacances, eh ben, hop, tout le monde s'en va sur la côte, à la fois ceux qui ont leur maison de campagne ou qui vont dans les campings, etc. et vont aussi
ceux qu'on appelle les gens du voyage, c'est-à-dire qui ont des activités de type service, commerce, etc., vont sur la côte, etc. Alors voilà, je vous ai parlé des grandes invasions. Et sur les routes, on a aussi, qu'on appellerait peut-être nomades, des tas de gens qui sont ces fameuses entreprises de guerre, qui se retrouvent au chômage quand il n'y a plus de guerre, ils sont démobilisés. Et voilà des gens qui sont en grande compagnie, on appelait ça les grandes compagnies ou les routiers, mais qu'on va trouver dans toutes sortes de pays, sont des ex-mercenaires, mais qui ont femme et enfants, hein, on se déplace en famille, hein, qui se trouvent au chômage et qui se livrent à des pillages, des vagabondages. Ce sont des gens qu'on pourrait qualifier de façon erronée, hein, de nomades. Alors les routes caravanières, ça aussi je m'y suis intéressée. En fait, personne ne fait, vous voyez, ça c'est l'autoroute, je dirais, de la soie, hein, et en fait, personne ne fait le trajet en complet. Tout ça est très délimité, vous avez des gens qui font un bout du trajet, ils arrivent à un endroit, on échange les marchandises, puis d'autres populations vont contrôler une autre partie du trajet, parce qu'à chaque fois il y a des taxes, hein, il y a qui se payent. Donc, et en fait, par contre, il y a certains des humains qui vont faire un trajet très long parce qu'ils sont considérés comme des marchandises, c'est-à-dire ce sont des esclaves. Ceux-là peuvent faire un trajet très long, mais sinon pas ceux qui dominent le commerce. Alors, en fait, vous voyez la route, l'autoroute, je dirais, de la soie ici, et en bas, vous voyez, vous avez toutes sortes de routes maritimes, par contre, hein. L'Inde avait énormément, bon, grosso modo, on allait chercher les produits en Chine et en Inde, hein. C'était là où il y avait vraiment des productions qui intéressaient l'Occident, et il n'y a pas de route directe entre l'Inde et l'Asie mineure. Voilà. Et donc, il n'est guère imaginable que des nomades, nombreux de surcroît, et ne souffrant pas d'ostracisme particulier, puisqu'en Inde, il n'y a pas tant de nomades que ça, ils ne sont pas particulièrement persécutés, se soient rassemblés à un moment précis pour migrer tous ensemble hors de l'Inde. Ça paraît assez inimaginable. Il n'est pas envisageable que des caravaniers aient dévié de leur route traditionnelle pour prendre le chemin de l'Asie mineure et de jamais revenir. Normalement, les caravaniers font leur tronçon et ils reviennent. Pourquoi seraient-ils partis 30 000 en Asie mineure et ne jamais revenir? Il n'y a pas d'explication à ce genre de... Alors, je me suis intéressée également aux présences et influences indiennes à l'extérieur de l'Inde au cours des siècles. Alors, je suis tombée sur un rapport qui a été publié par le gouvernement indien, qui est très intéressant, et qui fait tout l'historique de toutes les présences et influences indiennes hors de l'Inde, et qui dénombre tous les gens d'origine indienne, PIO, Person of Indian Origin, et Indian Citizen, ceux qui ont un passeport vraiment indien. Et il y en a à l'extérieur de l'Inde aujourd'hui 20 millions sur 1,148 milliard, ce qui est un chiffre totalement insignifiant, puisque par exemple les Grecs sont 6,7 millions à l'étranger, les Grecs ou ceux d'origine grecque pour 10,6 millions Grecs en Grèce, les Italiens 57 millions pour 60 millions en Italie, les Libanais 13 millions pour 3,5 millions, je ne vous parle pas des Portugais, etc. Donc en fait ce chiffre, même si on a l'impression de voir beaucoup d'Indiens, c'est totalement insignifiant par rapport à la population de l'Inde. Il y a je vous disais dans ce rapport, un historique des présences et influences indiennes très détaillé. Il n'y a qu'une seule allusion aux Roms. Donc les Roms ne sont pas quantifiés, enfin ne sont pas comptabilisés dans ce rapport. La seule allusion, c'est quand on parle de l'Italie, et la seule phrase est « The Roma or the Gypsies who migrate to Italy claim to be persons of Indian origin ». Voilà la seule allusion aux Roms. Et vous allez voir, comme c'est étonnant, donc vous allez voir les communautés estimées, donc PIO c'est ceux d'origine indienne, les citoyens indiens. En Roumanie, il y a 2 personnes d'origine indienne et 489 de nationalité indienne. C'est quand même intéressant de voir à quel point cette diaspora est oubliée, volontairement ou involontairement, ignorée complètement. Parce que vous voyez comme ça pourrait gonfler les chiffres de ce rapport indien, si on mettait les Roms. Donc vous voyez que ce n'est pas insignifiant qu'il y ait plus de 10 millions de gens d'origine indienne à l'extérieur de l'Inde par rapport au chiffre global. C'est quelque chose d'assez considérable. Alors dans ce rapport aussi, on parle des similitudes qu'il y a entre les diasporas indiennes et chinoises. Les Chinois, en fait, ne sont que 30 millions, ce qui est aussi tout à fait insignifiant
par rapport aux chiffres de la population. Il parle de ce tabou que les Chinois ont maintenu contre les voyages à l'étranger. Et it marked similarity to Hindu custom, puisque Confucius disait qu'il ne fallait pas quitter sa mère patrie et ne pas voyager, partir tant que ses parents sont vivants. Donc il y a effectivement un tabou en Chine, mais également en Inde, et ce tabou s'appelle le tabou de la Kalapani. Alors en fait en Inde, vous avez 7 fleuves sacrés, du nord au sud. En sud, on commence par le sud, la Kaveri, le Godavari, Narmada, Yamuna, Ganga, l'Indus et la Sarasvati, qui est ce fleuve disparu, qui a été asséché par un tremblement de terre et qui est un fleuve mythique. Et en dehors, au-delà des sources et au-delà de l'embouchure de ces fleuves, tout hindou devient impur quand il quitte ce sol sacré. Et il devient pur parce qu'il y a rupture du cycle des réincarnations. Alors quitter l'Inde est égal à devenir impur, que ce soit au-delà des sources sacrées. Alors, vous voyez, dans le nord de l'Inde, vous avez un verrou, déjà physique, qui est la chaîne de l'Hindu Kuch et de l'Himalaya, quelque chose de monstrueux. L'Himalaya, c'est le double en hauteur et en profondeur des Alpes. Il y a quand même eu des routes, et on va voir, il y a quand même eu des gens qui ont quitté l'Inde et qui en sont venus. Et puis surtout par la mer, puisque ce tabou Kalapani, c'est l'eau noire, et c'est surtout la mer qui était... Voilà. Alors, je connaissais bien ce tabou parce que Vasco da Gama, qui a découvert le chemin en contournant l'Afrique vers l'Inde, a été conduit à partir de l'Afrique par un Indien musulman, qui lui n'est pas soumis à ce tabou, mais après il a embarqué des otages qui se sont laissés crever sur le bateau, parce qu'ils étaient en lieu impur, et surtout boire de l'eau impure, c'est impossible. Donc ils se sont laissés mourir sur le bateau. Alors en fait, réellement, on a commencé à voir des Indiens à l'extérieur de l'Inde de façon plus massive à partir de 1834 exactement, début du 19e siècle, au moment de l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. Donc ce sont des hindous qui sont engagés, mais il y a eu des Chinois aussi, ceux qu'on appelle les coulis, et qui s'appellent eux-mêmes les Kalapain, parce qu'ils deviennent impurs du fait de quitter l'Inde. Ils n'ont accepté de quitter l'Inde que par des convois conduits exclusivement par des musulmans, parce que là, ça leur garantit une certaine, pas impunité, mais c'est moins grave, disons, que ce soit des musulmans, et avec des chaudrons d'eau du Gange sur les bateaux. Et ces gens-là ont, pour certains, essayé, c'était des contrats de 5 ans, de revenir en Inde. Et en fait, le retour est très compliqué parce qu'il faut se livrer à un certain nombre de rituels de purification, de payer très cher des gourous pour redevenir purs. Et ça devient, bon, en-delà des difficultés qu'ils ont eu à repayer un voyage de retour, ce sont des gens qui se sont retrouvés coincés dans les îles, les Comores, la Réunion, mais jusqu'aux Antilles, aux îles Fidji, etc. Et ce sont des gens qui n'ont jamais pu réellement revenir. Alors aujourd'hui, il y a des coulis, des anciens coulis, qui font des voyages retour en Inde et qui, bon, sont un décalage. Alors tous parlent de ce sentiment de coulitude, qui est une sorte de romani, si tu veux, la coulitude, ça unit tous ces gens. Alors du 14e, je vous passe en revue tous les Indiens qui ont pu se trouver à l'extérieur de l'Inde. Du 14e au 19e siècle, on a des Indiens en Afrique de l'Est, mais ce sont essentiellement des marchands Gujarati, originaires de Diu qui est une colonie portugaise, et ce sont uniquement des hommes. Ils sont essentiellement musulmans, on les appelle les moyens, ou bien hindous et jain, ce sont les banyan, beaucoup de jain, les banyan. Et donc, là, c'est une photo qui se passe au Mozambique, vous voyez que tous ces gens sont musulmans. En fait, ils ont des concubines, bien sûr, en Afrique, ils ont des enfants, mais ils ne les reconnaissent pas et ils ne font pas souche en Afrique, ils ne transmettent rien. Et ils retournent tous les ans au Gujarat, revoir leurs femmes qui se trouvent au Gujarat. Donc ce n'est pas une implantation d'une population comme on voit pour les Roms, où il y a vraiment une implantation d'une population. Vous avez également des chrétiens de Goa, des Indiens chrétiens, qui eux n'ont pas ce tabou non plus. Et tous ces chrétiens et ces musulmans vont maintenir leur appartenance à une caste, à une jati. Donc je vais rapidement expliquer ce que veut dire le système des castes, alors qui a été étudié ou observé pour la première fois par Megasthenes, mais de façon un petit peu
enfin, pas très précise, et ce mot caste vient du portugais casto, qui veut dire pur, c'est la même racine que chaste, hein, et on parle de castiço, pur, par opposition à mestiço, métis. Alors ce sont les Portugais qui, en arrivant en Inde, vont, en particulier les jésuites, vont observer ce système et vont le décrire. Donc la caste, en réalité, c'est ce qu'on appelle en Inde une jati, ça veut dire race ou espèce. Il y en a entre 4 et 5 000, c'est difficilement dénombrable, surtout qu'il y a une certaine fluidité. Et ce sont des communautés endogamiques qui ont des règles spécifiques de pureté, de commensalité, du non-partage de l'eau en particulier, et ont aussi une communauté d'occupation. C'est pour ça qu'on parle de corporation professionnelle héréditaire. Mais il ne s'agit pas de gens qui avaient la même profession qui se sont mis tous ensemble, il s'agit de communautés qui ont tous les mêmes règles de pureté, qui vont exercer la même profession. C'est dans ce sens qu'il faut voir la chose. Alors, on peut le résumer par l'esprit de Jati. Il y a eux, ils sont différents de moi, et il y a nous. C'est-à-dire, tu peux m'habiter sur le même palier que quelqu'un qui mange apparemment la même chose, qui s'habille de la même façon, qui parle comme toi, mais on ne mange pas ensemble, on ne partage pas, parce que eux, c'est eux, nous, c'est nous. Voilà. Alors, ces Jatis sont subdivisés en lignées, qu'on appelle les Gotras, qu'on appelle aussi Vanch ou Vanchai, et dans les Védas, on va trouver le clan, Vish, Visha, et ce sont ces Gotras qui donnent le patronyme. Et alors là, dans chaque Gotra, on est exogamique, c'est-à-dire qu'on se marie dans la même Jati, mais entre différentes Gotras. Hein, voilà. Alors, toutes ces Jatis sont classifiées dans des Varnas, ce qu'on appelle, ce qui veut dire couleur, et vous avez donc 4 Varnas, 4 classes, les Brahmanes qui correspondent au clergé, hein, qu'on connaît dans le monde indo-européen, je dirais, les Kshatriyas ou Rayanya, qui sont la noblesse, hein, les Vaishyas qui sont au fond le tiers état, les Shudras qui sont les serfs. Hein. Grosso modo, on retombe sur à peu près la même organisation sociale qu'en Europe. Et puis, vous avez quand même quelque chose de particulier, c'est que vous avez des Jatis qui sont tellement impures qu'elles sont avarna. Elles ne sont pas classifiées, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des Dalits, mais ce qu'on a appelé longtemps des intouchables. Alors, les Shudras et les Dalits sont à peu près 80% de la population indienne. Il faut savoir que dans le sud de l'Inde, il n'y a pas de Kshatriya ni de Vaishya. Il n'y a que des Brahmanes et des Shudras. En fait, ça s'explique aussi par l'influence indo-aryenne dans le sud de l'Inde, c'est que ça a été des roitelets dravidiens qui ont fait venir des Brahmanes pour labelliser leur royaume, un petit peu comme ce qui va se passer en Asie du Sud-Est. Et en fait, il y a des Shudras qui occupent les places de Kshatriya ou de Vaishya. C'est assez complexe. Hein. Voilà, tout ça n'est pas enfermé dans des cases, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et alors, l'intouchabilité, ce sont souvent des tribus ou des gens qu'on n'a pas classifiés, mais ça peut être aussi une exclusion à partir d'un... Il y a des tribunaux de caste, hein, qui se réunissent quand il y a un problème dans une caste, et ces tribunaux de caste peuvent déclarer l'exclusion, l'impureté surtout, et l'exclusion temporaire ou définitive d'un de ses membres, lui et sa descendance. Et eux vont former d'autres castes, mais à ce moment-là, d'intouchables. Hein, c'est un phénomène comme ça. Alors, il y avait une certaine fluidité en Inde, puisqu'il était possible d'avoir une ascension dans l'échelle varnique. Mais pas un individu seul ne peut pas s'élever. Il s'agit de toute une jati qui va, elle, s'élever dans l'échelle varnique en adoptant un certain nombre de règles de pureté de plus en plus proches de celles des brahmanes, ce qu'on appelle le phénomène de sanskritisation. Alors, en 1891, les Anglais font un recensement en demandant à chaque jati dans quel varna vous vous situez. Et là, il y a du coup une sorte de rigidification et de ce système qui était relativement fluide. Alors depuis 1947, tous les citoyens indiens sont égaux en droit. On n'a pas du tout aboli le système des castes, mais on a aboli l'intouchabilité et les tribunaux de caste. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une discrimination positive et on ne parle plus de brahman, de kshatriya, etc., mais on parle de forward caste, backward caste, other backward caste, schedule caste, etc. Donc, bon, en fait, grosso modo, ça c'est les intouchables, ça c'est les shudras, voilà, ça c'est... Donc, voilà. Alors, en dehors de tout ce système, il y a les mlechas. C'est le hors caste, hors système. Et le mlecha est hors du cycle de réincarnation, est impur, c'est-à-dire c'est le reste de l'univers.
Donc en dehors de ça, le reste de l'univers, et il se sépare en deux catégories. Il y a les Gora, les blancs, et les Samvla, les noirs. Alors il y a aussi dans la culture hindouiste, mais aussi bouddhiste, quelque chose de très important, c'est le dharma. La dharma, c'est la feuille de route. Vous naissez dans une jati et vous avez une feuille de route. Et les actions que vous allez effectuer pendant votre vie vont déterminer votre renaissance dans une nouvelle jati ou dans un animal. C'est-à-dire vous pouvez dégringoler de brahman à cochon. Ou vous pouvez grimper de shudra à kshatriya. Hein, mais c'est dans la prochaine réincarnation. C'est pas dans la vie actuelle. Et on n'est pas réellement le fils de ses parents, mais on est le résultat de sa vie antérieure. Alors c'est assez schizophrénique parce qu'au fond, à la fois on est très attaché à quelque chose d'héréditaire, Mugotra, Majati, etc. Mais en même temps, on n'est pas le fils de ses parents. Hein, on n'est pas le résultat. Alors, on ne recherche pas une vie meilleure dans la réincarnation présente, mais dans la prochaine. Et pour ça, on va suivre son dharma. C'est-à-dire, tu dois ramasser les crottes ou bien, voilà, c'est ton dharma, il faut que tu le fasses jusqu'au bout. Hein, c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas eu tellement de volonté de chercher une vie meilleure ailleurs. C'est ça que je veux dire par là. Alors, je vais passer rapidement toutes les influences et les présences indiennes hors de l'Inde. Donc vous avez la colonisation du Sri Lanka au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez que dans le sud du Sri Lanka, on parle une langue indo-arienne. Et ce qui est intéressant, c'est un petit clin d'œil quand même. Il a fallu presque écrire le Ramayana pour justifier cette colonisation. Et on raconte que Rama, donc la femme de Rama, a été capturée par un dragon, par un monstre, là, un démon, voilà, au Sri Lanka. Il va récupérer Sita et pour ça, Hanuman va lui faire construire un pont par l'armée des singes, ou même on voit, vous voyez, il étend sa queue pour que Rama puisse passer sur sa queue, pour passer à pied sec et pour ne pas rompre ce tabou de la Kalapani. Alors vous voyez que quand même la NASA a fait des photos par satellite et on voit une langue là qui relie l'Inde au Sri Lanka, et beaucoup d'hindous très excités disent voilà, Rama's Bridge existe vraiment, c'est pas du bâtard. Alors il y a la colonisation du Népal au 15e siècle par un clan Rajput de Kshatriya, les Gurkhas, et là aussi au Népal on parle une langue indo-arienne, le Gurkhali qui est devenu le Népali, et ces Gurkhas étaient beaucoup des mercenaires dans l'armée britannique. Hein. Alors à 480 avant Jésus-Christ, il y a un contingent d'Indiens à la bataille des Thermopyles. Hérodote décrit leurs costumes, leurs armes, etc. Donc on sait qu'il y a eu... donc je vous parle de ça parce qu'il y a eu en fait quand même des mercenaires quelque part qui ont quitté l'Inde, mais dans un statut particulier. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, ce sont les Cornaques, les Maouts d'Alexandre, c'est-à-dire il a, vous savez, été chercher des éléphants de guerre, et il va mourir à Babylone très jeune, à 33 ans, et son cortège funèbre sera accompagné par les éléphants, conduits par des Cornaques indiens bien sûr, et jusqu'en Grèce et à Rome, dans l'Antiquité, on appelait tous les Cornaques des Indis. Et même ceux qui conduisaient les éléphants carthaginois, qui n'ont rien à voir, qui sont des éléphants d'une autre espèce complètement, qui ne viennent pas d'Inde, on les appelait les Indis. Et on faisait venir d'Inde des Cornaques. Et en fait aussi, il y avait tout un lot d'éléphants qu'Alexandre avait ramenés, qui se trouvaient grosso modo en Syrie, et là il y avait un dépôt d'éléphants, et les Cornaques étaient indiens. Voilà. Alors les éléphants ne se reproduisent pas en captivité, donc à chaque fois, si on a besoin d'un éléphant, il faut aller en Inde en chercher, sinon c'est pas possible. Alors un phénomène très intéressant, c'est à partir du 2e siècle après Jésus-Christ, la sanskritisation des royaumes d'Asie du Sud-Est, qui vont adopter des codes idéologiques et esthétiques de l'Inde, sans colonisation réellement, ni migration réellement indienne. C'est-à-dire, bien sûr, vous aviez des marchands, essentiellement dravidiens, on va en parler, mais en fait, vous avez des roitelets qui ont fait venir des brahmanes. Et surtout, c'est le bouddhisme qui va apporter ces codes idéologiques et esthétiques. Les bouddhistes n'ont pas ce tabou de la Kalapani, et donc Ashoka va envoyer des moines bouddhistes à droite et à gauche. Et c'est un petit peu à rapprocher de ce qui va se passer en Russie. Les Russes, le prince Vladimir va se convertir au christianisme byzantin, et
vont s'installer les codes idéologiques et esthétiques byzantins en Russie sans qu'aucun byzantin ne s'installe en Russie, à part quelques moines. Hein. Donc ce n'est pas une installation réellement de population, même s'il y a des contacts marchands, mais ce ne sont pas les marchands qui ne parlent pas le sanskrit qui vont instaurer le sanskrit comme quand même langue officielle de tous ces royaumes. Hein, voilà. Alors, vous avez les Kalinga et les Cholas ici, qui vont avoir, surtout les Cholas, un empire quand même maritime en Asie du Sud-Est, mais ce sont des Dravidiens. Il ne s'agit pas d'une influence indo-arienne. Il faut... Alors voilà, j'en suis là, où j'en suis à un moment donné de toutes mes réflexions. J'en suis par rapport à la langue romanique qu'un certain nombre de chercheurs ont émis certaines hypothèses. Premièrement, c'est Jan Hancock qui dit que le romani n'a pas pu quitter l'Inde avant l'an 1000 parce qu'il y a disparition du neutre de la plupart des langues indo-ariennes vers l'an 1000 et le romani n'a pas de neutre. Et donc, s'il avait quitté l'Inde avant, peut-être il aurait pu garder ce neutre. Voilà, ça sont les travaux de Jan Hancock. Turner parle que cette langue, au fond, est plutôt de la moyenne vallée du Gange et pas de l'ouest de l'Inde. Marcel Courtiade parle d'une cohérence un fond linguistique cohérent et donc une origine géographique compacte. Et il rapproche le romani à des pratiques telles que le braj ou la wadi. Et voilà où se trouverait le proto-romani, en fait. Et puis, Hancock parle d'une koiné militaire, proche de ourdou, mais en fait, ce n'est pas antinomique, puisque une koiné se base sur un dialecte identique, c'est-à-dire la koiné grecque, c'est le dialecte attique, et au-dessus, vous allez avoir un mélange lexical, mais pas grammatical. Si vous voulez, la base vraiment de la langue, c'est un dialecte précis, et après, vous pouvez avoir un apport lexical de droite et de gauche. Alors, c'est vrai que l'ourdou, c'est le cas, hein, qui est fortement persanisé, mais la base, c'est le kariboli, c'est la même base que le hindi, et c'est une base précise. Voilà. Alors, en 99, Paul-Éric Meyer, qui est professeur ici à l'INALCO et qui est indianiste, fait une recherche et se pose, mais pas au sujet des Roms, mais se pose finalement un certain nombre de questions, écrit un petit texte qui me parviendra qu'en 2001, et on le sait, tout le monde le sait, qu'au début du XIe siècle, il y a eu des déportations massives de Jati, et là, il trouve un document, enfin, qui était connu malgré tout avant, mais il va plus s'y intéresser. Ces Jati vont être déportés de la région de la moyenne vallée du Gange par des Turcs ghaznavides pour être vendus comme esclaves en dehors de l'Inde. Et lui se pose la question du lien éventuel de cette déportation avec les Roms. Alors là, moi, tout ça ne m'empêchait pas de dormir, du coup, ça m'empêche de dormir, parce que pour moi, c'est la première fois qu'il y a une piste plausible. Pourquoi? Parce qu'il y a déportation massive et compacte. Il y a issus d'un territoire compact, justement dans la moyenne vallée du Gange, et qui vont être envoyés hors de la terre sacrée de l'Inde. Tout ça colle avec toutes les réflexions qu'il y avait. Et moi, je me dis, y avait-il un lien entre les esclaves indiens déportés au XIe siècle et les descendants d'Indiens réduits en esclavage dans les principautés roumaines à partir du XIVe siècle? Alors, à l'époque, les principautés roumaines sont sous vassalité turco-ottomane. Et là, on a affaire à des Turcs ghaznavides. Et je me demande quel était le lien entre ces Turcs ghaznavides et ces Turcs ottomans. Et au fond, qu'est-ce qui se passait en Transoxiane? Je vais vous en parler. Et dans le Khorasan, au début du XIe siècle. Qui avait besoin d'esclaves et pourquoi faire? Et s'agissait-il d'une commande? Parce qu'en général, on commande les esclaves. On ne les amène pas comme ça sans savoir si on va pouvoir les vendre. On sait qu'il y a des gens qui ont besoin d'esclaves. Alors, rapidement expliquer qui sont ces fameux Ghaznavides. J'ai essayé de comprendre. Moi, je ne connaissais pas du tout les Ghaznavides. Et les Ghaznavides sont des mercenaires turcs qui ont été des mercenaires des esclaves militaires turcs qui ont été embauchés, je dirais, par une dynastie iranienne, les Samanides. Et ces Samanides sont eux qui vont inventer le néo-persan et qui vont islamiser et iraniser ces fameux Turcs. Donc ces Turcs sont iranisés, ils parlent le persan. Et ces Turcs, les Turco-Gouzes, sont bien sûr des nomades pastoraux, hein, qui ont des troupeaux et qui sont surtout des cavaliers d'élite et qui vont être très convoités par toutes sortes
d'entités, on va les embaucher. Les Byzantins vont en embaucher, les Khazars vont en embaucher, les Samanides vont en embaucher, etc. Alors, cette dynastie samanide tombe comme peau de chagrin. Et ce sont ces fameux mercenaires esclaves militaires turcs qui vont prendre le pouvoir sur les territoires des Samanides. Il va y avoir 2 États qui vont se créer, l'État des Karakanides et les Ghaznévides, du nom de la ville de Ghazni, en Afghanistan actuel, qui à l'époque a un royaume indien, hindou, ce sont des brahmanes qui sont là. Alors le sultan le plus connu, qui s'appelle Mahmoud de Ghazni, on a des tas d'écrits sur Mahmoud de Ghazni parce qu'il a fait venir à sa cour des lettrés, qui Al-Biruni, Avicenne, etc. Et donc Mahmoud de Ghazni a envie de se construire une belle capitale. Et pour ça, il a besoin d'esclaves. Et pour réduire en esclavage, il faut qu'il aille chercher des gens qui ne soient pas musulmans. Or, il y a tous ces Turcs qui traînent, mais qui ne sont pas musulmans. Beaucoup de Turcs ne sont pas islamisés, mais ils ne sont pas capables de construire des palais et de faire des choses extraordinaires. Il ne peut pas réduire en esclavage les Iraniens qui, eux, seraient capables, mais sont musulmans. Et donc, il va chercher en Inde des artisans qualifiés, il va chercher des compétences. Et des compétences, ce sont des jatis. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il va construire des palais, des mosquées, etc. Et il va surtout déporter aussi, il est fasciné par les éléphants de guerre, il va quand même en déporter 8000. Et la veille de 3 jours avant sa mort, il va faire défiler devant lui 1300 éléphants de guerre. Alors vous imaginez ce que c'est. Autour d'un éléphant de guerre, vous avez plusieurs jatis qui sont compétentes pour ça. Vous avez ceux qui vont les capturer, les dresser, les soigner. Vous avez des vétérinaires et vous avez des gens qui acheminent l'eau parce que dans les zones de combat, il n'y a pas forcément l'eau qu'il faut pour un éléphant et il n'y a pas le fourrage. Et vous avez ceux qui construisent les armures. Ces éléphants ont des armures et vous avez toutes sortes de combattants, une infanterie, etc. Alors, je suis imbattable sur les éléphants, si vous voulez un jour m'inviter là-dessus. Mais il faut savoir que ce qui a toujours fasciné et Alexandre et les Persans, ça, ce sont les éléphants de guerre des Indiens. Voilà. Alors là, il y a un document intéressant, c'est là-dessus que se basait Meyer, qui parle de la déportation de 53 000 prisonniers du raid de Kanauj en 1018, Kanauj et Mathura, qui furent conduits à Ghazni et les marchands vinrent de cités éloignées pour les acheter, si bien que le pays de Transoxiane, d'Irak et du Khorasan furent remplis d'Indiens, des gens de teint clair et ceux de teint sombre, c'est-à-dire de haute et de basse caste. Les riches et les pauvres, tous étaient mêlés dans une commune condition d'esclaves. Voilà ce document quand même fondamental qui va nous permettre d'avancer. Alors, ils sont conduits à Ghazni, puis achetés donc aussi en Irak. Bagdad avait beaucoup besoin d'esclaves. Et je me posais donc la question, qu'est-ce qu'il y a donc là-bas en Transoxiane et dans le Khorasan à cette époque-là? Qui a donc besoin de tant d'esclaves? Et je tombe sur d'autres Turcs oghuz, iranisés, qui parlent le persan et qui sont en train de former une formidable armée. Eux, ils n'ont pas envie de se faire une capitale, ils ont envie de se tailler un énorme empire et surtout de faire le djihad contre les chiites. Ce sont des sunnites et Bagdad, qui est le califat, est aux prises avec les chiites, et donc ils se sentent une vocation d'aller défendre l'islam contre les chiites. Et donc ils vont former une énorme armée. Il faut savoir que des fois les Mongols mettent 5 ans à former une armée. C'est très difficile, on n'a pas forcément sous la main tout ce qu'il faut. Donc vous avez ce clan Seljoukide, qui n'est pas très nombreux, et vous avez des mercenaires turkmènes, et puis ils vont avoir besoin de logisticiens, et ils vont avoir donc des entreprises de guerre indiennes, et aussi les captifs de Kanauj. Et puis, leur objectif est donc d'aller à Bagdad, et ensuite d'aller au Caire, où il y a les Fatimides, qui sont également des chiites. Mais ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. Alors, ils ont la particularité, les Ghaznévides ne font pas ça. Les Ghaznévides, ils sont installés à Ghazni et ils vont et ils viennent en Inde. Toujours en hiver pour éviter la mousson, mais leurs femmes et leurs enfants sont à Ghazni. Tandis qu'eux, ils se trimballent avec leurs troupeaux. Femmes, enfants, troupeaux, esclaves. Et ça, c'est assez particulier, c'est ce qui va les amener à avoir une histoire différente. Alors, en 40, ces Seljoukides vont se battre contre les Ghaznévides, la fameuse bataille de Dandanakan, et dans cette bataille, nous avons aussi un texte qui parle des troupes indiennes des Ghaznévides qui vont passer du côté Seljoukide. Les troupes indiennes avec toute la suite, c'est-à-dire les entreprises de guerre, les logisticiens, etc.
Et puis, donc ils arrivent à Bagdad en 55. Ils devraient aller au Caire, mais ils ne vont pas y aller, parce qu'en fait, ils ont besoin de faire pâturer leurs bêtes. Et dans ces coins-là, il n'y a pas de quoi pâturer. Et donc, ils les amènent pâturer en Asie mineure. Et ils sont déjà... Et leur idée aussi, c'est de récupérer l'Arménie, qui a été prise en 45 par les Byzantins et qui était sous vassalité du califat de Bagdad. Et en fait, ils vont être dans ces coins dès 54, 57, 50, etc. Dans ces coins-là, déjà. Hein, pour faire pâturer, pour piller et pour faire peur aux Arméniens. Ils vont prendre Ani en 64. Et ça va fortement inquiéter l'empereur byzantin, hein, Diogène IV, qui va envoyer 200 000 hommes ici, à Manzikert, en 71. Les Seljoukides et leurs troupes indiennes et leurs mercenaires turkmènes sont 50 000. Ils vont capturer l'empereur byzantin et ils vont négocier la libération de l'empereur contre leur installation en Romanie byzantine, c'est comme ça qu'on l'appelle, puisque c'est l'empire romain d'Orient. Et ils vont faire Nicée leur capitale en 77. Tout ça, alors, va inquiéter les chrétiens d'Occident qui vont déclencher la première croisade et qui vont repousser ces fameux Turcs vers l'Anatolie. Donc en fait voilà le grand empire seljoukide. Regardez quand même, les deux batailles fondamentales, c'est Dandana Khan contre les Ghaznavides et en 71 contre les Byzantins. Ils vont se tailler un empire colossal. Mais ils ne vont installer une population, des femmes, des enfants, une population que là. Voilà. Donc c'est intéressant de voir ça. Alors donc ce sultanat, ils vont l'appeler le sultanat de Roum, de la Romanie byzantine, qui veut dire en fait grec, chrétien, qui veut dire chrétien en réalité. Et les Turcs se sédentarisent. Alors ça m'amuse quand j'entends dire « Ah, les Roms se sont sédentarisés à Bucarest ». Autour de Bucarest. Ça m'amuse parce qu'on ne parle jamais de la sédentarisation des Turcs, qui sont là des vrais nomades, et on ne parle pas de ça. Alors, ils vont instaurer comme langue officielle dans ce sultanat le persan, et comme les langues qui continuent à être parlées, ils sont à peu près 200-250 000, ces fameux Turcs qui arrivent. Ils sont à peu près 10% de la population, et le reste de la population est grecque et arménienne, et autres, hein, c'est assez varié, mais essentiellement grec et arménien. Et voilà nos trois langues qui, en plus du fond cohérent indien, se rajoutent pour former ce qu'on appelle le romani. Donc, c'est en faisant toute cette recherche que j'ai été voir Marcel Courtiade en 2006 pour lui dire, pour moi, il n'y a pas eu d'étape perse, ni d'étape arménienne, ni d'étape byzantine. C'est dans un même lieu et à une même époque qu'ont été acquis les différents emprunts, ces différentes langues. Alors, ils ont avec eux leurs esclaves indiens, et ces esclaves, les Turcs les appellent des Tchingénés, ce qui donnera... Tzigane, je pense, plus que le terme Asinganoï, on pourra en rediscuter, qui est sans doute une construction un peu... voilà. Alors, ils accordent, en fait, ce sultanat de Roum est à l'arrivée des routes caravanières, ils deviennent richissimes, ils fondent des universités, les médressés, et ils vont accorder le monopole de leur commerce aux Vénitiens. Et en 1243, il y a la poussée des Mongols. Et vous allez avoir toutes sortes de petites tribus turkmènes qui vont demander asile au sultanat de Roum. Ils vont les installer autour d'eux. Et une petite tribu dentelle, une tribu qui s'appelle la tribu d'Osman, va s'installer pas très loin de Nicée. À la deuxième moitié du XIIIe siècle, le sultanat de Roum est vassal des Ottomans. Et ce déplacement énorme de population, en fait vous avez énormément de tribus turkmènes, vous avez beaucoup d'Iraniens qui vont venir s'installer dans le sultanat de Roum, ça va provoquer sans doute un déplacement de population. Il est très probable que des Jatis affranchis, alors pour s'affranchir il faut obligatoirement devenir musulman. Hein, on peut s'affranchir parce que quand vous êtes esclave militaire, en temps de paix, débrouillez-vous. Vous faites vivre votre famille, vous vivez dans votre quartier, les mahallas, hein, c'est les quartiers turcs, hein, ce sont les différents quartiers, vous vivez dans votre quartier et à vous de vous débrouiller pour vivre. Donc ce qu'il est très possible, c'est que des Jatis qui avaient réellement des compétences qu'ils pouvaient réinvestir, ont pu travailler et avoir de l'argent, racheter leur affranchissement et se déplacer en tant que personne libre. Donc il est très possible que certains se soient déplacés vers Constantinople
puis vers la Thrace. Mais ce dont on est sûr, c'est que beaucoup se sont déplacés vers les comptoirs vénitiens qui avaient des contacts très étroits avec les Seljoukides. 1322, ça c'est la première date vraiment absolument certaine. Et puis vous avez Modon, Nauplie, Corfou, tout ça ce sont des comptoirs vénitiens. Alors on les appelle Romiti ou Romaïvi. Et vous avez quelque chose d'intéressant quand même, c'est qu'en 1260, les Mamelouks d'Égypte vont engager une bataille contre les Mongols. C'est eux qui vont stopper l'avancée mongole. Et cette bataille, ils vont recruter 20 000 hommes à Constantinople. Et parmi eux, c'est une question que je pose, pourquoi pas des djattis de type entreprise militaire d'origine indienne? Et est-ce que cet engagement, ce recrutement par les Mamelouks d'Égypte pourrait être à l'origine de ce terme égyptien, qu'on trouve aussi chez les Turcs, puisqu'ils les appellent Giftos, donc égyptiens. Alors, il est aussi pas impossible, puisque les Francs, les royaumes francs, se sont mis pour une fois d'accord avec les Mamelouks d'Égypte contre les Mongols, que certaines de ces entreprises militaires qu'on a pu appeler égyptiens, comme on a appelé après les flamencos, parce qu'ils avaient été dans l'armée des Flandres, c'est pas exclu, étaient engagés par des chrétiens, soit des byzantins, plutôt des latins, et se soit vu accorder en récompense un petit duché qu'on appelle la Petite Égypte. Vous savez qu'à l'époque, toute cette région est en guerre, byzantin contre latin, et en fait là ce sont les latins qui sont en accord avec les Mamelouks d'Égypte, donc qui sont d'habitude ennemis, mais qui pour cette bataille se seront mis d'accord. Voilà. C'est une question que je pose. Et donc pour moi, la Petite Égypte, longtemps on l'a présentée comme, on appelle ces gens-là des petits Égyptiens parce qu'ils viennent d'une région qui est fertile, etc. Et moi, ce qui m'a fait penser que c'était pas ça, c'était parce qu'il existe la Petite Arménie. Pourquoi on parle de Petite Arménie qui se trouve là? C'est parce que beaucoup d'Arméniens sont venus s'installer dans cette région. Et en regardant des cartes, des plans de Corfou, de Constantinople, pas de Constantinople, qu'est-ce que je raconte, de Corfou, de Salonique, etc., je me suis aperçue qu'il y avait la petite Lisbonne, la petite Èvre, au moment où les Juifs portugais ont immigré vers l'Empire ottoman. Donc en fait, cette histoire de petit, ceci ou cela, c'est quelque chose d'assez fréquent à l'époque. Donc en 1347, les Ottomans mettent pour la première fois pied en Europe. Alors les Ottomans vont fédérer les tribus turkmènes. Eux, ce sont des vrais Turcs qui ne parlent pas persan, les Ottomans. Et l'Empire seljoukide est en train de tomber aussi, en train de s'effondrer. Et ils vont fédérer à la fois ce qui reste des Seljoukides, et ils vont fédérer ces tribus turkmènes, mettre le pied en Europe, et vont entraîner avec eux le reste des esclaves. Ceux qui ont encore un statut d'esclave et ceux qui n'ont plus le statut probablement d'esclave, puisqu'il y a aussi des musulmans qui viennent. Alors il faut savoir que les Turcs avaient une très grande tolérance religieuse et vous n'étiez pas obligé de vous convertir à l'islam. Mais pour devenir affranchi, oui. Mais vous aviez le droit de vous convertir, c'était orthodoxe de toute façon à l'époque, puisque c'était byzantin. Il y avait les Arméniens, les Byzantins, tout ça était une terre très chrétienne quand même. Ce sultanat de Rome était assez peu musulman. Mais pour être affranchi, il fallait devenir musulman. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces conquêtes musulmanes ont entraîné aussi la venue, soit en tant qu'esclaves, soit en tant comme libres, de tous ces Indiens qui étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui s'étaient installés dans les comptoirs vénitiens. Et certains... Alors, je n'ai pas de documents, il faudrait chercher, mais je n'ai pas travaillé sur cette question. Pour moi, ont été carrément fourgués aux Roumains. Je veux dire en masse. Ceux qui avaient encore le statut d'esclave. Parce que les Roumains n'ont jamais réduit en esclavage les musulmans. Enfin, les musulmans ont vraiment un statut différent des autres. Ça, c'est clair. Et voilà l'Empire ottoman, le début de l'Empire ottoman. Donc... alors, on a beaucoup parlé des Tatars aussi. Et on dit, il y a des gens qui disent, oui, les Tatars qui venaient de par là auraient embarqué avec eux des Roms. Non, mais attendez, les Tatars sont sous vassalité ottomane, et les Tatars de Crimée, leur boulot, c'est être pourvoyeurs en chevaux, en cavaliers d'élite, et c'est eux qui dominent tout le commerce des esclaves. Et donc, il n'est pas exclu que ces Tatars aient récupéré des esclaves dans cette région, et les aient vendus aux Moldaves. Donc, mais en tous les cas,
s'ils avaient des Indiens avec eux. On ne voit absolument pas comment l'histoire a pu amener des Indiens à se retrouver avec des Tatars. Et par contre, avec les Seljoukides, on a des traces historiques tout à fait précises, mais les Mongols ne sont pas du tout allés en Inde. Vous me direz, les Seljoukides non plus. Mais les Seljoukides ont eu un rapport étroit avec les Ghaznavides qui, eux, étaient en Inde. Alors que les Mongols n'ont pas pénétré en Inde. Non, les Mongols, c'est pas les Moghols. Hein. Non, attention, et on sait beaucoup que... Voilà. Mais donc, les Mongols n'ont jamais pénétré en Inde. C'est... Voilà. Donc... non, mais je t'assure, tu peux vérifier. Non, ça c'est Tamerlan. Et c'est Tamerlan qui a été à Delhi en 1398 et qui lui a embarqué énormément d'esclaves vers Samarcande. Hein, il faut savoir, des esclaves indiens. Beaucoup de femmes et beaucoup d'artisans, donc encore une fois, les gens qualifiés. Alors, cette fuite de Petite Égypte, ce qui est intéressant, je symbolise les avancées ottomanes par la bataille du Kosovo, mais bien sûr, il y a beaucoup plus de batailles. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces fameux ducs et comtes de Petite Égypte, moi, je pense qu'il s'agit de Jati affranchis, d'abord convertis à l'islam, qui finalement se convertissent au christianisme, puisqu'ils sont entières chrétiennes, sont considérés par les Ottomans comme des apostats. Pourquoi cette population, surtout cette population, va-t-elle fuir en masse? Alors que la population locale ne va pas fuir en masse. Ils vont fuir un peu, ils ne vont pas partir en masse vers l'extérieur. Et ils vont partir quand même sous protection de l'empereur romain germanique, c'est pas rien, qui, et ils vont expliquer qu'ils avaient un duché, une terre, et que en fait, c'est très intéressant ce document, ils disent nous sommes des chrétiens, mais nous étions en terre chrétienne, il y a d'autres chrétiens qui sont arrivés, latins et byzantins en fait, et puis il y a eu les sarrasins, c'est-à-dire les musulmans, et nous étions sarrasins avant, ils le disent. Donc c'est assez intéressant. Et donc ils sont considérés comme apostats, ils se reconvertissent à l'islam, enfin il y a toute une histoire, et finalement on leur ordonne de quitter ce duché, puisqu'ils ne l'ont pas bien défendu, et d'aller faire un pèlerinage, ce qui était très fréquent à l'époque. Les pèlerinages, tout le monde faisait des pèlerinages en Terre Sainte, à Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. C'était extrêmement courant. Et voilà qu'ils vont donc se disséminer. Voilà les descendants de nos ducs et comtes de Petite Égypte. Pendant ce temps, vous avez énormément de gens qui vont passer, et beaucoup plus nombreux que ces fameux ducs et comtes de Petite Égypte, vers le sud de l'Italie. Et plus tard, par des bateaux génois, ils vont être arrivés jusque dans le sud de l'Espagne, au moment où les rois catholiques possèdent et le sud de l'Italie, et la Sicile, et la Sardaigne, et le sud de l'Espagne, qu'ils ont vidé de leur population, puisqu'ils ont expulsé les Juifs qui sont partis, ont été invités par le roi du Portugal, quand même 120 000 personnes, ils ont expulsé les Morisques, et donc voilà ces terres vides, et ils ont besoin de recoloniser, et on va faire venir ces réfugiés dits grecs, ces capitaines grecs. Alors, en Allemagne, en Italie, France, tous ces Égyptiens, ces petits Égyptiens vont d'abord être très bien accueillis, vous connaissez toute l'histoire, à droite à gauche, et puis finalement ça dure ce pèlerinage, et ils vont faire ce qu'ils savent faire depuis toujours, c'est-à-dire la guerre. Ils vont être des troupes privées, au service des armées privées, les fameuses troupes égyptiennes, mais ça aussi bien en Prusse que dans le nord de l'Italie, que dans l'Empire austro-hongrois et qu'en France. Et en fait, quand ils sont démobilisés, disons, les voilà en mouvement. Encore une fois, ces compagnies, ces grandes compagnies qui circulent, il n'y a pas que, il y a toutes sortes de grandes compagnies qui circulent à l'époque. Alors, nos ducs et comtes de Petite Égypte, devenus compagnies égyptiennes, vont avoir comme descendance, entre autres, les Prachtike Manouches, donc ceux qui dépendaient du roi de Prusse, en fait, les Gashkénés, les Valchtike, ceux qui dépendaient de la Flandre française, les Sinte Estreharia d'Autriche-Hongrie, les Sinte Piémontais, etc. Ce sont les descendants de nos ducs et comtes de Petite Égypte, devenus ces fameuses compagnies égyptiennes. Dans la péninsule ibérique, on a d'abord l'arrivée par le nord, en Aragon, de ducs et comtes de Petite Égypte qui veulent aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. On leur remet des sauf-conduits, et écrit en catalan. Et dans ce catalan, on parle de Thomas les Egiptano, en catalan, Gitano, Gitano, Gitan, vous voyez, voilà. Et puis Isabelle et Ferdinand se marient, ce que je vous disais, et font de l'Espagne un très grand royaume, expulsent le reste, le royaume de Grenade, et donc vont venir des chevaliers et capitaines grecs. Alors vous ne pensez pas une seconde que les rois catholiques
et comme ça, se soit vu submergé par l'arrivée de gens sans contrôler tout ça. Bien évidemment, tout ça est contrôlé. On n'embarque pas sur des bateaux et dans des terres appartenant au roi catholique, comme ça, en faisant la route à rebours de l'Inde avec son violon, je sais pas quoi, je veux dire, c'est... Voilà. Et donc, ces fameux gregos au Brésil, enfin après vont arriver, pour certains d'entre eux vont arriver au Portugal, qui vont eux les envoyer direct au Brésil, et au Brésil, puisqu'on parle une langue très nasalisée, ce mot grego va devenir gringo, et là ils vont utiliser leurs compétences vétérinaires qu'ils avaient auprès des chevaux pour soigner les esclaves qui sont en train d'arriver au Brésil, qui sont couverts de plaies, qu'il faut requinquer pour pouvoir les vendre, et eux-mêmes vont devenir marchands d'esclaves. Donc en fait au départ il s'agit plutôt d'une déportation, puis après d'une déportation qui accompagne une conquête, des gens qui ont le statut de captifs, d'esclaves, jusqu'au sultanat de Roum. Puis après, certains ont dû migrer de façon volontaire vers les comptoirs vénitiens. Puis après, il y a donc encore conquête des Ottomans et accompagnement ou de captifs ou de gens libres, les deux probablement. Et puis vous avez là exil. Alors, ces fameux ducs et comtes de Petite-Égypte, exil vers le sud de l'Italie de toutes sortes d'autres personnes qui se trouvaient là et qui sont considérées comme apostats. Et puis, vous avez ensuite migration vers le sud de l'Espagne, puisque là, on les invite à venir occuper les offices laissés vacants par les juifs et les musulmans. Alors ça va donner ce qu'on appelle aujourd'hui les Sinti Manouches, ce qu'on appelle aujourd'hui les Gitans, et ce qu'on appelle aujourd'hui les Roms, grosso modo cette histoire, même si tout ça est beaucoup plus complexe. Voilà, il y a aussi déportation par les Portugais vers le Brésil, et il y a aussi migration désirée de beaucoup de Roms, ou même de Gitans d'Espagne, du Portugal, vers le Brésil. Même à partir de la fin du XVIe siècle, on sait qu'il y a des gens qui ont décidé d'aller s'installer au Brésil. Voilà, ce qui nous donne aujourd'hui en Europe, massivement dans les régions ex-ottomanes, une forte population qui auto-nomme Rome, et un certain nombre se trouvent à l'extérieur, surtout à partir du moment de l'abolition de l'esclavage dans les principautés roumaines. Vous avez une population qui s'auto-dénomine Sinti ou Manouche, qui est beaucoup moins nombreuse et qui serait en partie descendant des ducs et comtes de Petite-Égypte, et les fameux Calais ou Gitans qu'on trouve donc dans la péninsule ibérique, dans le sud de la France et également en Amérique du Sud. Donc en fait, toute cette histoire depuis l'Inde, ça a été à la fois une histoire d'esclavage, une histoire d'exclusion aussi, mais une histoire de tentative d'assimilation, comme le cas de l'Espagne, et bien sûr l'extermination pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc au fond de tous ces gens qui viennent de la même région, en tous les cas pour les captifs de Kanauj, est-ce que les fameux, l'armée indienne des Ghaznavides qui passe du côté Seljouki au moment de Dandanakan venait de Kanauj? C'est pas sûr. Mais en tous les cas, s'il y avait un noyau très important de gens qui avaient la même langue au départ, ça a pu absorber linguistiquement les autres, qui parlaient des langues pas trop différentes, parce que les langues indo-ariennes ne sont pas terriblement différentes. Donc au fond, tous ces gens, une population très hétérogène, des djatis complètement différentes, pas du tout parentes entre eux, des gens qu'on s'est embarqués, qui ne sont pas parents, à part dans la même djati. Au fond, toute cette histoire européenne, et surtout la Deuxième Guerre mondiale, va amener à l'expression d'une identité en tant que peuple. Il faut dire que cette notion de peuple, en Inde, il y a 1000 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est une construction récente en Europe, cette idée de peuple, et dans le monde. Donc voilà. Alors, au premier congrès international de Londres, il y a l'affirmation vraiment de cette identité en tant que peuple, la création du drapeau, vous connaissez, de l'hymne, et le désir de garder ce nom de Rome, qui n'est pas partagé par les Sinti Manouches et beaucoup de Gitans, même si on va trouver ce mot. Tout le monde parle romanesque, ça tout le monde partage quelque chose qui a à voir. Mon mari c'est toujours Rome et romanesque c'est toujours la langue. Alors, que reste-t-il de Mother India? Eh bien, pour moi il reste quelque chose de fondamental, l'écho de la langue, Amarichib, notre langue. Et ça, c'est grâce à cette langue qu'on en sait un peu plus, parce que sinon on ne saurait rien. S'il n'y avait pas eu... Alors ça c'est quand même tout à fait exceptionnel, qu'une langue de type basilec mésolectal soit restée sans qu'il y ait eu un
acrolecte, il est toujours transmis de façon institutionnelle, soit par des prêtres, des moines, de ce que vous voulez, mais un basi-mésolèque, il est transmis dans le sang. Quand tu tètes le lait de ta mère, hein, c'est vraiment une transmission dans la famille. Il n'y a pas non plus de texte fondateur qui soit resté. On n'a pas de formule en sanskrit qui soit restée. Ce qui nous laisse penser que les Turcs, d'abord, n'avaient absolument pas besoin des brahmanes, ne sont pas encombrés de brahmanes qui ne savaient rien faire de leurs 10 doigts. Hein, bon. Et donc, il reste aussi pour moi quelque chose qui est quand même important, c'est l'empreinte de la Jati, de la Gotra. C'est-à-dire, ce n'est pas la caste telle qu'elle apparaît en Inde, mais cette empreinte. Enfin, moi, je remarque souvent, ah oui, mais eux, ils ne sont pas pareils que nous. Oui, d'accord, c'est des Roms, mais ils ne sont pas comme nous. Ah oui, mais nous, on n'est pas tout à fait comme eux. Alors, on ne sait pas trop quoi, mais on n'est pas pareil. Ça, c'est sûr. Voilà. Il y a ce qu'Ariette Asseo appelle ce patriotisme familial. C'est en fait la Gotra, hein, c'est le Gotra. Hein, voilà. Et que trouve-t-on dans les paysages de l'exil? Eh ben, l'omniprésence du Gora, le Gadjo. Et alors là, c'est très, très indien, cette notion de Gora, mais elle n'est pas qu'indienne, puisque cette figure du Gadjo est une constante à géométrie variable. Alors, pour Hancock, le mot Gadjo dérive du sanskrit Garya, via le prakrit Gaidja, which means domestic, non-military or civilian. C'est intéressant, cette approche-là. Et on va retrouver dans toutes sortes de langues et toutes sortes de cultures. Là, j'ai fait pour m'amuser, une petite liste, et ça commence toujours par Ge, et c'est l'autre, hein. Goy, bien sûr, vous connaissez, Guero en Chili, Godo, Canaries, etc. L'autre est Gaijin en japonais, même si ça ne veut pas dire la même chose, mais c'est quand même l'autre, hein. C'est pas la même, ça n'a rien à voir, aucun point commun. Voilà, mais c'est amusant, c'est juste pour dire que de toute façon, cette idée de l'autre, elle existe partout, c'est ça que je veux dire, hein. Voilà, alors question hypothèse aujourd'hui, moi je me dis, c'est ce que je me dis, qu'il s'agit donc d'une population hétérogène de sédentaires qui ont été issus majoritairement de la même région, parlant la même langue. Il s'agit des déportés de Kanauj. Il ne s'agit pas d'un peuple ni d'une ethnie. Hein, on ne peut pas parler d'une ethnie qu'on aurait expulsée de l'Inde. Hein, c'est pas dans une région vivent des gens variés, différents, surtout en Inde, de différentes castes. Et ce qui explique ce fond indo-arien cohérent. Voilà des gens qui parlent tous la même langue, même si ils ne sont pas parents entre eux. Après, il y a certainement une composante qui sont ces fameuses castes mobiles traditionnellement au service des armées, ces entreprises de guerre. Étaient-ils de Kanauj ou d'ailleurs, ou en partie de Kanauj ou d'ailleurs, parce qu'à Kanauj, il y avait bien sûr des entreprises de guerre. Il y avait un Raj, donc il y avait un royaume. Et puis il y a cette fameuse composante de cette armée indienne des Ghaznavides, de la bataille de Dandanankan, ce qui expliquait cette koiné indo-arien plus néo-persan. C'est-à-dire que le fait d'être dans une armée qui est dirigée par des gens qui parlent le persan peut expliquer l'apport important de mots persans aussi. Voilà. Tout ça, rien n'est en contradiction. C'est ça que je veux dire. Tout ça colle finalement ensemble. Et puis, ce que je pense qui est fondamental, c'est cette installation quand même longue de entre 200 et 250 ans et fondatrice dans le sultanat de Roum qui explique l'inclusion du néo-persan, de l'arménien et du grec. Quelques mots caucasiens. Oui, d'accord. Bon, c'est pas... Alors, s'agissait-il d'une commande des Seljoukides? C'est tout à fait probable. Il faut savoir que Mahmoud a fait venir à sa cour tous les Turcs alentours qui bavaient devant ce qu'avaient bien sûr les Ghaznavides, et ces Seljoukides ont dû passer commande. Et probablement, s'il s'agit d'une commande d'esclaves, il s'agit d'une population jeune. On n'a pas déporté des vieillards et des bébés. Hein. On ne va pas s'encombrer. On déporte des gens capables d'être opérationnels. Probablement beaucoup de Shudras, puisque la population, de toute façon, en Inde est majoritairement Shudra. Mais certainement des Vaishyas, c'est-à-dire des artisans, des commerçants, des gens capables de faire... certainement pas de brahmanes, dont on a vraiment que faire du côté turc, et certainement pas d'intouchables, de Dalits, parce qu'il faut savoir que c'est extrêmement compliqué de faire cheminer ensemble des Dalits et d'autres. Et donc même chez les Coulis, on n'a jamais embarqué de Dalits, parce que ça posait trop de problèmes de partage de l'eau, par exemple. On ne peut pas puiser dans le même puits. Donc on ne va pas s'encombrer de gens qui vont crever parce qu'ils n'auront pas le droit de boire sur le chemin. On a envie de les vendre. Donc il s'agit d'embarquer des gens capables de marcher et de marcher ensemble.
Alors, sachant que les choudras et les vachières, ils ne marchent pas ensemble, mais c'est pas aussi dramatique, ils peuvent quand même boire du même puits, au moins, même s'ils ne boivent pas dans le même récipient, etc. Alors, ce que moi je pense, c'est que une grande partie de cette population, probablement des choudras, a dû être, forcément, étaient des gens misérables en Inde. Ils ont dû être misérables dans le sultanat de Roum, vivre sous des bâches. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y avait plus la guerre, démerdez-vous. Et donc on vivait dans des bidonvilles, autour des villes, probablement. Et puis ensuite, les mêmes conditions, en partie, pour certains d'entre eux, dans les Balkans, avec l'aggravante du statut d'esclave, qui pour certains aura duré 850 ans quand même. Ce qui est complètement énorme dans l'histoire de l'esclavage dans l'humanité. Que le même groupe, physiquement, je veux dire, les mêmes familles, les mêmes descendants, soient esclaves pendant 850 ans. C'est énorme. Parce que, bon, l'esclavage, par exemple, des Africains qui ont été du côté Est, ils étaient castrés, vous le savez, donc il n'y a pas de descendants. Donc il y a eu une déportation d'esclaves africains beaucoup plus importante que vers les Amériques, vers l'Arabie, vers la Turquie, etc. Mais ils ont été tous castrés, donc ils n'ont pas de descendance. Et vous avez, par contre, l'esclavage qui a été amené en Amérique, qui, elle, a une descendance, mais qu'est-ce que je veux dire, qui n'a pas duré 850 ans. C'est ça, donc ça c'est important. Voilà. Par contre, vous avez des types de populations qui ont finalement un statut pratiquement de servage, qui est le cas des choudras, qui eux, depuis des millénaires, finalement, sont toujours au service du brahman du coin, de la famille du kshatriya du coin ou du vashya du coin. Bon. Alors, je pense que toutes ces entreprises de guerre qui avaient des compétences dans le métal, dans le vétérinaire, etc., eux ont pu réinvestir leurs compétences auprès d'autres armées, puisque c'était le cas des entreprises de guerre, en Asie mineure, mais aussi en Europe byzantine et latine. Et ceux-là ont pu pas mal s'en sortir, finalement, au niveau de l'intégration, je dirais, de l'insertion économique. Et aujourd'hui, leurs descendants, moi franchement j'en côtoie pas mal, s'en sortent pas mal au niveau d'insertion économique. Maintenant il y a d'autres problèmes, je ne parle pas de l'intégration citoyenne, mais je parle de l'insertion économique. Alors il me reste un problème, cette histoire de Rome. Pour moi, l'ethnonyme Rome, pour moi, je pense que ça vient du sultanat de Roum. Parce qu'à chaque fois, il dit « Je suis un Prashtiko, je viens de Prusse en fait. Je suis un petit Égyptien, je viens de Petite Égypte, etc. » Par contre, ce mot, le mari Rome, est-ce que ça viendrait, comme le dit Hancock, de Rama, de ce mot qui veut dire le mari? Est-ce que, vous savez, vous avez des fois des homophones, c'est-à-dire le même mot, la même prononciation, mais en réalité, il y en a un qui est d'une origine, mettons, grecque, et l'autre latine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Vous avez peut-être deux mots complètement différents qui ont fini... Voilà, question, je pose... je me pose des questions. Le mot lama, il vient de quelle langue? Comment? Le mot lama, il vient de... Rama, c'est du sanskrit. Voilà. Tandis que Roum, c'est le mot qui veut dire, en fait, le sultanat de Roum, la Romanie byzantine, qui veut dire chrétien, mais là, ça n'a plus ce sens, c'est de cet endroit-là, en fait. Alors, s'agit-il d'un mot, sachant que tous, quand même, ont ce mot de Rome pour dire mon mari, ont le mot de Manouche pour dire l'être humain, et ça, c'est indien, et tous disent parler le romanès. Ça, donc, pour moi, la langue du sultanat de Roum, en fait, de la langue qu'il parlait dans le sultanat de Roum, éventuellement, tout ça à voir. Alors, cette histoire d'Asinganoi, moi, j'y crois pas trop. Je pense que le mot tzigane vient de Tchingene, le mot qu'utilisaient les Turcs. Ouais. Et Asinganoi, parce qu'il faut se méfier de ce qu'au 19e siècle, certains ont pu trouver, alors à réétudier, je ne dis pas, je laisse des points d'interrogation, je n'ai pas de réponse, ça ce sont les questions que je me pose. Alors, pour finir, pour dire que l'historien est celui qui se méfie de ce qui va de soi, comme dit Paul Veyne. Et alors, sur cette recherche qui a été la mienne sur l'histoire des Roms, il y a un problème de légitimité, d'abord parce que je ne suis pas historienne. Alors, Henrietta Seo, à qui j'ai fait cet exposé le jour, m'a dit que je m'étais posé des vraies questions d'historienne, mais je n'ai pas une formation d'historienne. Mais aussi, on me dit souvent, quand je présente des exposés comme ça devant des collègues, des profs, ils me disent « Ah bon, mais ils ne connaissent pas leur histoire? Mais comment ça se fait que je leur enseigne leur histoire ?» Je dis « Il ne faut pas confondre histoire et mémoire. » Et j'aimerais bien que vous me donniez chacun d'entre vous le prénom de vos 8 arrière-grands-parents. Parce que, en fait, la mémoire ne remonte pas beaucoup plus que 3 générations. Alors, des fois, il nous reste quelque chose d'un peu mythique,
d'un arrière-grand-père ou d'un arrière-arrière-grand-père qui a eu une vie un petit peu différente, ou certains événements liés à la guerre ou à des choses comme ça. Mais il ne faut pas confondre l'histoire et mémoire. L'histoire, c'est une tentative de reconstitution à partir de documents soit archéologiques, des archives, des données linguistiques, mais aussi de la mémoire en partie. Hein. Voilà. Et d'autre part, je ne suis pas Rome, parce qu'on me reproche aussi, mais tu n'es pas Rome, de quoi tu te mêles de t'intéresser à l'histoire des Roms. Ça, on me l'a dit l'autre jour à un colloque où j'ai parlé de l'histoire du Portugal et du Brésil. Je ne suis pas portugaise, je ne suis pas brésilienne, mais là, ça choquait personne. Que je parle de l'histoire du Brésil et du Portugal et que je m'y connaisse quand même bien. Donc, voilà. Mais j'estime que l'histoire est un patrimoine universel qui n'appartient à personne. Et ça ne me choque pas qu'un Japonais soit spécialiste de l'histoire de France, qu'un Russe soit spécialiste de l'histoire de la Chine ou de l'Argentine. Et je pense que ça, voilà. Alors, je pense que certains veulent garder, au fond, ça dérange, que petit à petit, on arrive à une explication qui pourrait être plus cohérente. Parce que ça détruit cette idée de mystère. Alors pour certains ciganologues, c'est très vilain ce mot, je trouve que ça ressemble à gynécologue, on dirait que c'est une maladie d'être cigane. Partout on dit indianiste, angliciste, germaniste, là, ciganologue. Et alors je pense que c'est le fonds de commerce quand même de certains, cette histoire de mystère. Et aussi, pour certains Roms, certains Manouches, c'est aussi une partie intégrante de leur identité, le mystère. Fait partie intégrante de cette identité. Et donc c'est difficile aussi d'abandonner cette partie de soi. Alors je termine en disant que cette recherche, s'inscrivant dans un enchaînement d'événements historiques précis, donne une légitimité à l'importante présence dans l'Europe d'aujourd'hui de populations qui apparaissent encore à beaucoup comme tombées de la lune ou arrivées comme poussées par le vent. Pour moi c'est très important. Encore, l'autre jour chez Orientation, on a discuté avec les gens qui me disaient oui mais il faut arrêter de parler de l'Inde, etc. Moi je ne parle pas trop de l'Inde, je vous parle du trajet en fait, hein, de qu'est-ce qui a pu éventuellement se passer après avoir essayé d'éliminer, enfin de réfléchir à toutes les autres possibilités. Et je trouve quand même inimaginable qu'on dise aux Noirs brésiliens, bon, l'Afrique, on n'a plus rien, pas la peine de penser à ça. Bien sûr, ils ne sont pas des Africains, ils ne sont plus des Africains, ils n'ont plus pas grand-chose à voir avec l'Afrique, mais il reste des bribes de choses très fondamentales, et surtout il reste une histoire. Et cette histoire, elle est connue, elle n'a pas été perdue, je dirais. Donc, personne ne songe à dire à un Noir brésilien, retourne chez toi, parce que chez lui, c'est bien le Brésil. Et pour les Roms, Finté, Manouche et Calais, c'est bien l'Europe. Ou pour d'autres, ils sont bien brésiliens, il n'y a pas de doute à ça. Simplement, je pense que de connaître l'histoire permet de comprendre, et c'est important de comprendre comment les gens se trouvent pour eux-mêmes et pour les autres. Comment tout ça s'est enchaîné et qu'ils sont légitimement européens. Et légitimement, voilà, parce qu'ils ont été entraînés par l'histoire. C'est pour ça que j'ai appelé fils du vent de l'histoire et pas fils du vent. Voilà. Alors moi j'ai crapahuté pendant des années à vous rechercher tout ça. Et voilà, en me disant les tiganologues, je ne veux plus les lire, ils disent n'importe quoi. Et donc j'achète il n'y a pas longtemps un bouquin qui a été, c'est en fait une revue sur les actes d'un colloque, hein, qui a été en 2003. Et voilà, il y en a un code qui dit If the migration through Persia and the acquisition of Persian words took place in the 5th century, why are such items in Romani, Lomavren and Domari from modern, post-9th to 10th century Persian? On a les mêmes conclusions, hein. On ne sait pas, voilà. If the ancestors of the Romanis were not a military force, how may we account for the significant number of military terms of Indian origin in Romani and the corresponding paucity of, je ne sais pas ce que ça veut dire, agricultural terms? Bon, des citadins n'ont pas de termes agricoles non plus. Pour moi, on n'a pas embarqué des paysans, on a embarqué des citadins. Ce deuxième argument n'est pas vrai. Bon. Donc, factuellement, n'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de terme militaire en Roumanie plus que de termes agricoles. Bon, tous les termes pour les chevaux, ça c'est voilà. Ouais, et puis le cheval, la selle, non mais la cheval, selle du cheval, ça va avec le mot arménien. La selle est un mot arménien, les éperons sont des mots arméniens aussi. Ouais. C'est un peu. Voilà. Bon, alors ça c'est ce que dit Yann Hancock.
Alors, donc, consider also the further non-linguistic argument for Rajput identity made in Hancock. Il avait fait une hypothèse, hein, de, voilà. And if they were military but not Rajput, who else could they have been? Voilà, donc lui considère que ce n'est pas des Rajputs comme on a pu imaginer, mais voilà. If the population left India in small groups spread out over several centuries, as has been claimed, how did those groups manage to find each other and regroup subsequently? Bon, c'est ce que je dis aussi, c'est complètement impossible, alors là, mathématiquement impossible. If the Indian left as entertainers, traders, etc., how did they get to Anatolia? If the Indian left as military force, how did they get to Anatolia? De toute façon, l'Inde n'a pas entrepris de conquête vers là, hein, c'est pas, voilà. If, as Soulis and Fraser have said, the Seljuks were undoubtedly responsible for the entry of pre-Romani into Anatolia, what were the circumstances of this? Where did the Seljuks find them, and why would they have bothered with them if they didn't already constitute part of the Seljuk advancement? Pourquoi ils se seraient encombrés de ces gens s'ils n'étaient pas déjà faisant partie de leur armée, finalement, de leur avancée. Voilà ce que dit Ian Hancock. Sur certains points, on se retrouve, et je ne possède pas... voilà. Alors, ce bouquin, c'est... ça a été un colloque qui a été fait à Istanbul en 2003. C'est très intéressant. Voilà, enfin sur d'autres aspects, hein, sur les Roms en Turquie, etc. Voilà. Alors bon, moi, mes recherches en cours sont plutôt sur la question du transfert de compétences et je m'intéresse particulièrement aux éléphants de guerre. Et je m'intéresse également au transfert éventuel de compétences sur les chevaux des Turcs, parce que quand vous occupez d'animaux, vous êtes capable de transférer un certain nombre de compétences sur d'autres animaux, et ces compétences vétérinaires, en tout cas, ont été transférées sur les esclaves noirs, qui étaient considérés bien sûr comme des animaux à l'époque. Hein. Donc ça m'intéresse. Voilà, je travaille plutôt là-dessus maintenant. Voilà. Et bien. Alors, les éléphants ont des castes en Inde, c'est très compliqué, et le nom générique de l'éléphant, c'est Gaja, et ça vient de Jana, marcher, qui a donné Jav, et en fait c'est amusant parce que beaucoup de gens me disent le Gajo c'est le sédentaire, etc. alors que le terme Gaja en tous les cas vient du terme marcher, celui qui marche, celui qui se déplace, ça m'amuse. Voilà. Maintenant ça ne veut pas dire que ce soit l'origine de notre mot Gajo, hein, mais c'est amusant de voir cette... voilà. Voilà. Bien, merci. Peut-être éteindre ça, non ?